J'ai grandi dans ce pays de Gascogne, pays de nature, de chasse et de pêche, entre la forêt et l'océan. Le canal des Étangs termine sa course au nord de la presqu'île du Cap-Ferré. Et ce canal fut longtemps pour moi une limite, un axe qui ouvrait au nord vers les lacs littoraux que je n'avais jamais visités. Et suivre le canal des Étangs du nord vers le sud, du lac d'Ourtin vers le bassin d'Arcachon, c'est remonter l'histoire de la forêt de pins des Landes, dans cette partie plus médocaine. Le canal des Étangs se superpose en automne aux voies de migration des grives, des palombes et des canards, des bécassines et des bécasses. Et l'on peut rencontrer des personnages dont les techniques de chasse se sont inscrites peu à peu dans le paysage culturel de ce pays. Le lac d'Ourtin ou le lac de Lacanau se sont formés lorsque l'apport des sables rejetés par la Gironde dans l'océan, puis transportés vers la côte par la houle, était colossal. Le cordon dunaire qui s'était ainsi formé combla les estuaires de microfleuves qui drainaient les terres imprégnées d'eau du Médoc. Un peu plus au sud, seul le bassin d'Arcachon ne s'est pas coupé de l'océan. Le canal des Étangs fut donc construit à la fin du XIXe siècle. Cet endroit de Gascogne offrait alors un paysage de landes et de marécages. Pays de chasse ancestrale, puisque les gens qui vivaient là, le plus souvent avec de très faibles revenus, trouvaient dans le gibier et les poissons des étangs et de la forêt une manne providentielle. La décision de Napoléon III d'y implanter une immense forêt de pins maritimes avait deux objectifs. Lancer une vaste production de bois et assainir cette immense zone humide où le paludisme faisait des ravages et s'étendait jusqu'au Pays basque. Et pour recevoir et évacuer les eaux qui imprégnaient la terre, la construction d'un canal s'imposa au nord de l'immense forêt qui allait faire ses premières racines. Claude Coureau, ancien résigné, a publié un livre retraçant l'histoire de la construction du canal des Étangs. C'était des troupeaux de moutons. Ils faisaient l'élevage. C'était le coin le plus insalubre de France. Dans le truc, c'était reconnu par le docteur qui soignait le secteur. C'était un pays misérable. La construction du canal a permis l'assainissement et la plantation de la forêt. Et à ce moment-là est venu le gémage. Le gémage des pins a apporté à toute la région ici, mais toute la région du Massif landais. Ça a permis de faire vivre les gens. Mais la résine, du temps notamment des Gallo-Romains, servait à faire le calfatage des bateaux. Puis à petit, les choses ont évolué et ça, elle a servi aussi à faire beaucoup les chandelles, de façon pour éclairer, parce qu'il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Et là, les propriétaires, ils travaillaient leur terre. Ils travaillaient leur terre et puis ils travaillaient leur pain. Ils avaient besoin de résiniers, des gémeurs. Donc il y avait une grande partie de la population, c'était les résiniers. On était nombreux. Et à cette période-là, je me rappelle quand j'étais jeune, qu'on allait au bal et tout ça, il y avait les mères des filles de propriétaires qui étaient dans la salle de bal sur le côté là, qui étaient assis et qui regardaient. Et attention, quand un fils de résinier venait faire danser la fille,
il ne le voyait pas trop bien. Il y a des filles qui sont tombées amoureuses de résiniers. Ils ont dû quitter la famille pour se marier. À cette époque-là, il y avait une solidarité entre les gens et puis c'était nécessaire, hein, tout ça. Les gémeurs étaient organisés en syndicats, c'était les syndicats CGT à l'époque, et quand il y a un, par exemple, qui était malade ou tout ça, aussitôt le syndicat réunissait les gémeurs, on se groupait comme ça, en une matinée on allait résiner les pins et tout ça. Et je me rappelle toujours, à un moment donné, vers 8, 9 heures, 10 heures, on s'arrêtait pour casser la croûte. Oh, c'était formidable. Moi j'écoutais ces anciens discuter entre eux, j'adorais ça. Il y avait une solidarité entre nous extraordinaire. Le canal des étangs a donc le même âge que la forêt dont il a permis l'installation. Façonné par l'homme à son idée, le paysage fut transformé, et puis l'économie et la société. Il faut reconnaître qu'à l'époque, ce qui nous permettait de nous déplacer, si autrefois c'était les échasses, ici dans le secteur, c'était les vélos, les bicyclettes. Hein. Puis après est venu le Solex, qui était vraiment quelque chose de très important, hein, un truc. Et le vélo moteur. Le canal d'Ourtin et de Carcan, avec 18 km de long, est l'un des plus grands lacs naturels de France. On m'a raconté bien des histoires de chasse à la bécassine et au canard dans les marais attenants. Le canal débute au sud du lac, sur la commune de Maubuisson. Il longe une zone de marais, de bois de bouleaux et de pins maritimes, où l'on chasse à la tonne et les sangliers. Tout contre le canal, la réserve de l'étang du Cousseau abrite une belle population de grues cendrées hivernantes qui viennent y dormir en sécurité, les pattes dans l'eau. Au matin, nous venons avec Bernard les voir passer, se disséminer dans les champs de maïs du secteur. Le canal des étangs débouche alors au nord du lac de Lacanau. Sur la rive est du lac, les marais se succèdent, celui de Talaris, de Vire-Vieille ou de Vignotte. Talaris, c'est le marais où venait chasser Bernard la bécassine, avec son père. Après 30 ans de commerce à Bordeaux, Bernard a passé à 60 ans un diplôme de garde-chasse. Il est donc garde-chasse à la CCA de Lacanau, pour son plaisir et pour passer du temps à se rendre utile. Nous nous connaissons depuis longtemps. Passionné de pêche à la mouche, il m'avait convaincu de l'accompagner pour réaliser un film sur la pêche des fameuses truites migratrices de Terre de Feu. C'était il y a 20 ans. Là, nous allons à Vire-Vieille. Enfin, nous sommes à Vire-Vieille. Et on va sur le marais de Vire-Vieille. Bernard est très spécialisé dans la chasse à la bécasse, mais aussi à la bécassine. Bon, là, on va faire un petit changement de cartouche. Parce qu'on va chasser la bécassine, donc on part dans les substituts, puisque le plomb est interdit en zone humide. Et puis après, on reviendra à la bécasse. Voilà. Et je vais sortir la clochette du chien. Parce qu'à la bécassine, on n'en a pas besoin. Allez. On sort le gros lot, on fera moins de bruit. Hein ?
les rives est du lac de Lacanau, parfois se confondent en vastes étendues marécageuses à la lisière de la forêt. Et les bécassines, pendant leur migration vers l'Afrique, s'y arrêtent le temps de reprendre leur force, et pour certaines, de poursuivre le voyage. Je viens à la Bécassine depuis ma plus tendre enfance avec mon père. Et puis voilà, j'ai été un enfant du Marais, à la chasse. Et mon père ne chassait quasiment que ça, lui. Et donc voilà, bon, c'est mon cadre de vie. C'est grand déjà. Moi, j'adore les grands espaces comme ça. L'oiseau est beau à chasser, le tir est un petit peu difficile et compliqué. Bon, en ce moment, je suis pas trop dedans, hein, mais bon, y a des jours où je suis bien dedans, et puis bon, voilà, c'est ma chasse. Elle est partie, je crois. Il y a des petits qui étaient là, c'est parti. Alors mon chien, le petit loup, c'est un setter qui a maintenant 4 ans, qui est en pleine force de l'âge. Donc c'est un chien qui a été dressé sur les bécassines, qui est extrêmement sage, extrêmement prudent, qui est sage à l'envol. Bon, il a quelques petits défauts. Son défaut principal, c'est dû à sa race. Il va un petit peu loin à mon goût, mais enfin bon, il a un arrêt qui est extrêmement sûr. Et alors, il a un défaut à la bécassine qu'il n'a pas à la bécasse. À la bécassine, il m'arrête beaucoup les odeurs. Je pense que le marais, il y a beaucoup d'effluves le matin quand il arrive. Et c'est vrai qu'il est sur toutes les odeurs de la nuit, donc c'est un peu plus délicat. Mais l'âge aidant, je pense que c'est en train de passer et qu'il m'arrête beaucoup plus souvent l'oiseau maintenant. Que l'odeur. Mais sinon, c'est un bon chien, moi j'en suis ravi. C'est un chien qui est sympa, c'est un chien qui est sûr. C'est un chien qui a un seul défaut, il n'a pas de rapport. Donc il me le marque, il me le montre, et puis après il s'en va, il continue à chasser. Voilà, ça n'intéresse plus. Peut-être que ça viendra, hein, mais c'est le premier chien qui ne me rapporte pas en fait. J'ai eu que des chiens qui rapportaient les choses. Il le ramasse à l'eau par contre, il va me le chercher dans l'eau, il ne me le cherche pas sur terre. Là il arrête plein vent. Bel oiseau. Il a été pris un peu finement hein, au tir. Oh, il y a quelques bécassines aujourd'hui. Hein ouais. Quelques bécassines. Et tu vois, je pensais pas qu'on verrait autant d'oiseaux. La présence des bécassines, elle dépend de plusieurs facteurs. D'une part, bon, des périodes de migration, bien entendu. Alors il y a des saisons où on a effectivement une certaine concentration d'oiseaux en fonction des niveaux d'eau et de la manne qui leur permet de se nourrir. Et puis, bon, il peut se passer 2 jours sans bécassines et puis une journée avec beaucoup d'oiseaux. C'est une période de migration, donc fatalement, ça va, ça vient, et il y a des jours où il y a de l'oiseau, des jours où il n'y en a pas. Les piquets de bécassines, comme un piquet de bécasse en fait. Elle verrotte, elle cherche les vers, la trace des pattes, voilà, dans ce petit sillon boueux avec les vers. Regarde, bécassine. Regarde. Il y a des jours où la bécassine part au bruit à 150 ou 200 mètres, qui ne se laisse absolument pas arrêter. Et puis il y a des jours où on ne sait pas pourquoi, en fonction des vents, en fonction des heures également auxquelles on chasse. Les heures au soleil, en fin de matinée, début d'après-midi, sont souvent plus propices à des approches. Elles peuvent partir à l'arrêt du chien dans les 10-15 mètres sans aucun souci. Et là, on a des occasions de tir bien plus importantes que bien sûr quand ça part très 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 loin. Alors ici, on peut voir 3 espèces. Il y a la bécassine commune, la bécassine des marais, classique. Ensuite, il y a la bécassine sourde, que l'on appelle ici le rebec, hein, qui est une petite bécassine.
Le rebec, ça pèse 50-60 grammes. Une bécassine commune, ça fait 90 grammes. La grosse saison de la bécassine sourde, donc du rebec, c'est le mois de novembre. Voilà, vers le 25 octobre, là, il commence à y avoir du rebec en quantité. Moi, je m'arrête très rapidement sur 2-3 bécassines sourdes quand j'en tue, et puis les autres. Je laisse dans la nature, je laisse voler. Voilà. Il faut que ça tienne quand même, hein, pour faire ça. C'est quand même rare. Rebec peut-être? Une sourde? Allez, par là. C'est bien. Voilà, la bécassine dite sourde, ou rebec, et une bécassine commune. Donc c'est vrai que les deux sont vraiment différents. Alors ben là tu as vu, c'est... Le chien l'avait presque au nez. Elle est partie vraiment à 1 mètre, même pas à 50 cm de son museau, hein. Il l'avait vraiment plein air. Mais voilà, ça peut rester comme ça 5 minutes à l'arrêt du chien. Alors souvent je les vois, elles se positionnent comme ça, avec le bec en terre en fait, face au vent bien sûr. Et elles peuvent rester comme ça 5 minutes à l'arrêt du chien sans bouger, hein. Voilà. Ben écoute, ça le rebec c'est quelque chose de succulent. Avec quelques cèpes, bien sûr. Quand nous avons la chance d'avoir en plus des cèpes pour agrémenter l'ordinaire. Et ensuite, il y a la bécassine double, alors qui est totalement erratique ici, qui est assez rare, c'est assez rare de pouvoir l'observer. J'en ai levé une cette année à l'ouverture. Je me suis confirmé l'observation en allant à la repose. Effectivement, j'ai bien confirmé que c'était bien une double. Ça, c'est un oiseau qui est un petit peu plus gros, qui doit peser 120 grammes, 130 grammes. Qui fait pas le double de la bécassine commune, qui a un plumage un tout petit peu différent au niveau des poitrails, qui est beaucoup plus grise, qui ne vole pas pareil, elle a un vol beaucoup plus rectiligne d'une part, et un petit peu plus lourd, moins rapide, et un bec un petit peu plus court. Voilà. Donc ça, j'en ai vu 2 fois ici à la Cano. C'est un oiseau qui est protégé, qui est interdit de tir. Curieusement, alors que les bécassiniers connaissent bien le chant de la bécassine des marais, ce fameux baiser, aucune bécassine aujourd'hui, va savoir pourquoi, ne chante à l'envol. Moi, je chasse toute la saison. Disons que moi, j'arrête la bécassine vers la mi-octobre ou fin octobre. Les premières arrivées de bécasse correspondant effectivement à ces périodes-là. Je chasse la bécasse, moi, jusqu'à la fermeture générale de la fin du mois de février. À la fin du mois de décembre, déjà, la motivation de prendre un oiseau est moins importante qu'en début de saison. Le quota des 30 bécasses, je ne l'ai jamais personnellement atteint. Je prends des bécasses tout au long de la saison, mais en moindre quantité à partir du mois de décembre, janvier. Et je ne tire plus que les bécasses à l'arrêt du chien. Je ne tire pas les bécasses qui m'arrivent en rabat, qui ont été levées un peu plus loin par mon chien, etc. Les bords de marais sont derrière. Et là, c'est des franges de bouleaux et de chênes. Alors ça a été très bon, je viens moins chasser ici. Donc j'essaye d'avoir une éthique en quelque sorte et je ne chasse qu'avec un petit grelot. Sur une. C'est vrai que si on chasse comme certains le font avec des instruments que personnellement je réprouve, hein, mais enfin bon voilà, il y en a qui chassent comme ça. Je n'ai aucun appareil me permettant de visualiser ou d'écouter mon chien. Je n'ai pas de beeper, je n'en aurai jamais. Je perds le chien, ben je perds le chien. C'est la bécasse qui a gagné ou le chien, je ne sais pas. En tout cas, il m'arrive souvent de entendre le chien avec le grelot à 30 mètres de moi, sans que pour cela j'ai pu le trouver. Donc bon voilà, c'est des oiseaux que je ne tire forcément pas. Nous sommes au tout début du mois de novembre, et les bécasses des bois ne semblent pas être arrivées dans le sud-ouest de la France.
Bernard, pourtant, aime bien cela, passer avec loup du marais au bois. Pour qui sait le faire, la saison de chasse autour de la Cano offre bien des possibilités. Les associations de protection de la nature sont nombreuses autour des lacs littoraux. C'est que la région attire depuis longtemps bien des convoitises. Et de nombreux projets ont pu être enterrés. Bernard milite avec son association, la Canopée. Il souhaite montrer aussi que les chasseurs sont de fervents défenseurs des terres sauvages et des zones humides. Il souhaite conserver leur lieu de souvenir et de leur épanouissement à la nature. Dimitri et Sébastien font équipe depuis des années pour chasser la tonne qu'ils occupent au sud-est de l'étang de la Cano, dans le marais de Vignotte. Le canal est tout proche, dans son chemin vers le bassin d'Arcachon. Les premiers nœuds. Dans la molette pour ce soir. Ouais. Et là, tu sortais pas les autres. Moi j'ai eu ma passion depuis l'âge de... depuis que j'ai mon permis 16 ans. Et j'ai toujours eu des canards, des oies, tout ça, je m'en suis toujours occupé. J'ai même ma plus vieille qui a 14 ans en oie. Elle est retraitée. Et moi quand c'est retraité, ça reste à la maison, ça finit ses jours à la maison. Ou des fois, je les prends, je les mets dans les parcs. Et ils finissent par vivre dans les parcs. Ça va faire 3-4 jours que la remontée commence à se faire. Il y a eu des vols d'oies aperçus il y a 2-3 jours, direction plein nord. Donc là, ça y est, ça s'est bien lancé. Les grues, pareil, il y a du canard en remontée. On est en fin de saison. Un canard va à l'océan et rentre sur les lacs pour venir se rincer. Il se rince les plumes, se rince les pattes, il s'hydrate, voilà. C'est pour ça qu'on les voit souvent rentrer, ils se rincent et ils repartent. Là, je vais tendre les canards à l'abri du vent. Les oies, je préfère les mettre dans le vent. Bon, déjà, avec les vagues qu'il y a, tout ça, les canards ils vont se fatiguer beaucoup plus vite. Que là, à l'abri du vent, mais même le canard cherchera quand même à l'abri du vent pour poser. Donc là, on a peut-être une chance de poser dans le secteur, vu que c'est quand même abrité du vent. Que les oies, elles aiment beaucoup plus les étendues ouvertes. Donc ça se posera beaucoup plus haut. Et une casquette qui vole, et une. Heureusement que j'ai pas le suivi parce que ça aurait été un canard. Moi je sais que mes canards quand ils vont chanter, je vais savoir lequel c'est. Les oies c'est pareil, rien qu'au chant je sais lesquels c'est. Et après c'est une sélection qu'on fait, tout ça, les meilleurs on garde. Toujours les meilleurs. J'amène mes deux enfants, 7 et 10 ans, qui adorent venir jouer dans l'eau, pêcher les écrevisses. Ça m'intéresse. Voilà, ils s'intéressent C'est tout petit et qu'il faut les mettre dedans. tout cet aspect de nature, C'est la relève. tranquillité, voilà. Un cadre exceptionnel où on est privilégié. Les enfants élevés en pleine nature. Nous sommes le 31 janvier, à la toute fin de la période de la chasse. Ah, voilà. Une dernière nuit avant de remiser les fusils. C'est bon, je suis opérationnel.
Le vent est fort, seules les oies peut-être nous réveilleront. T'en auras assez, ça, là? Je sais pas, ça dépend comment vous aimez les chalottes. Hein. Alors moi, j'en mange les chalottes. Ouais, moi aussi. Bascotte avec des chips, du foie gras, du pâté en entrée, un bon vin rouge et un bon fromage en dessert. Voilà, le menu de ce soir. On va bien manger. Tu as dit? Allez, on va l'huile. Merci. Pas beau, ça? Et ça fume. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Il y a toujours ce relation de gueuleton, de bons moments, de bons vivants. Et surtout, ça va être bon ça, le bœuf avec le foie gras. On va bien manger et ça va être sur le bon repas. Oui, qui peut durer, où on discute, on refait un peu le monde, tout ça, mais c'est pas... Il n'y a pas de moment où, voilà, c'est se saouler, c'est sûr. non. C'est bon, ça. Elle est bonne, elle. Moi, je sais que j'ai mes canards à l'eau, mes canards, mes os, c'est tout pour moi. Je sais que là, j'en ai un qui vient se noyer, un truc comme ça, je suis malade. Hein. Un qui vient se barrer, vous allez me voir en pleine nuit dans le lac avec la lampe. Hein. Ah oui, ça m'est arrivé une année, une rieuse qui s'est barrée, ma frontale, et trouve mon noix. Hein. À 1h du matin, je l'ai trouvé. Passer une seule nuit à la tonne apporte ce qu'apportent certains voyages, de la distance sur le monde moderne. On ne parle ici que de chasse et de nature. On mange en pensant à ce que l'on mangera demain. Qui fume la viande, qui fume le poisson et tout. Ouais. Et après, il faut essayer, il faut goûter. Hein. Le jambon de sanglier, ouais, déjà, faut tuer le sanglier, avoir un bon gigot. Un bon gigot. Moi, ce que je fais, déjà, je le mets Au pressoir. au pressoir pour que le sang s'évacue. Tu le laisses une nuit tranquille. Après, au sel, tu le pèses, tant de jours par kilo. Combien? Alors, s'il n'a pas la couenne, 1 jour par kilo. S'il a la couenne, 2 jours par kilo. Et après, je le rince, je le fais bien sécher avec un chiffon. Une fois que c'est bien sec, je le poivre entièrement sur l'os, là où il y a des trous, tout ça. Je rentre bien dans les jointures, tout ça. Alors le poivre sert justement pour... Évite le développement des champignons. Voilà, ça évite que les mouches viennent pondre sur le jambon, tout ça. En fait, c'est un répulsif. C'est un répulsif, le poivre. Voilà. Et après, c'est au jugé. Quand je juge que le jambon il est assez dur, c'est qu'on peut le manger. D'accord. Et on peut faire ça avec Chevreuil, tout le gibier. Hein. tout le gibier. Les cabanes sont d'un confort relatif. Mais l'inconfort n'est-il pas prometteur de moments exceptionnels? Dormir dans le ventre du marais n'est pas donné à tout le monde. Cela permet de l'entendre vivre et essayer de comprendre les mouvements invisibles aux néophytes de la migration. La nuit n'a rien apporté, et la passée du matin est terminée depuis longtemps. Alors que Seb et Dimitri s'apprêtent à plier bagages, sous le coup de 10 heures, une volée de sarcelles d'hiver croise au large. Hop, elles font le tour. Elles reviennent vers nous. Elles repartent sur les tonnes là-bas. C'est que j'entendais une canne depuis tout à l'heure. Je les vois toujours. Et on dirait qu'elles se rapprochent vers ici. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Oui, une petite dizaine. Hein. Ah oui. Il y a beaucoup de mâles. Il va y avoir 3 cannes et il y a toujours resté des mâles. 3-4 cannes. C'est posé un peu loin, faut changer les cartouches. Faut mettre du gros. Tiens, décharge et recharge. Ah, c'est bon.
C'est bon. C'est bon. Vas-y. Ah, je suis en plein dessus. C'est pour t'enlever la sécurité. Ah ouais. 1, 2. Allez vite, faut y aller. Allez, go, 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 go. Ah ouais. Allez, à 98%, on peut savoir ce que c'est qui est posé et qui nous rentre. Parce que les canards nous posent peut-être à 80 mètres, et le temps qu'ils rentrent, avec nos appelants, on sait exactement ce qui va rentrer. Donc on ne tire pas à l'aveugle, c'est faux. Un canard posé ou une oie posée en pleine nuit, si la lune s'y prête, tout ça, on peut l'identifier. Au chant, on peut l'identifier. Un canard qui va chanter, on va savoir quelle espèce c'est, si c'est une femelle, un mâle. Pareil pour les oies. Une rieuse ne va pas chanter comme une cendrée, le gabarit n'est pas le même. Donc tout ça, on peut le voir en pleine nuit, on ne peut pas se tromper. Les canards se sont mis à tourner, les ont engueulés, la sauvagine a répondu, ils ont vadrouillé un peu sur le lac, tourné, viré, et on a eu une bonne pause, ils sont restés, ils se sont groupés, on a tenté le coup, et bon, c'est déjà pas mal. Ah ouais. Et c'est après le vent. Et 11h moins le quart. C'est bon, pour une fin de saison, tu verras du canard. Ainsi se termine la saison de chasse. Une saison malmenée par le Covid et par la grippe aviaire. Les sarcelles sont venus ce matin, comme pour laisser à Dimitri et à Seb un petit goût de revenez-y. Mêlées aux autres souvenirs de la saison, elles tiendront en éveil les deux chasseurs jusqu'à l'ouverture suivante. Qu'en sera-t-il de la saison prochaine? Tout près de la tonne de Dimitri, en lisière de la grande forêt, le canal des étangs, tout proche, emporte avec lui des mois de pluie vers le bassin d'Arcachon. Un hiver de chien qui aurait noyé la forêt pendant des mois. Non loin de là, Michel fait le pied. Oui, là ça a l'air prêt. Oui, là. Ah, il y a une compagnie entière. Hein. Ils ont fait des boutiques là, sur le long de la route, tout le long. Et ils sont d'un côté ou de l'autre. Et là c'est difficile à voir avec la route. Faire le pied est une expertise. Il faut lire les chemins et les pistes qui traversent la forêt, comprendre le sens des mouvements passés. Qui est venu là cette nuit? Pourquoi? Combien sont-ils? Vers où se sont-ils dirigés et à quelle heure? Non, ils ont l'air d'aller là-bas. De cette étude dépend la journée de chasse. Ils s'en vont toujours vers là-bas. Après, il y a un cours d'eau là-bas, en fond. Ouais. Ils traversent le cours d'eau et ils vont de l'autre côté. Il faut être presque certain que les sangliers sont venus dans le coin, dans la parcelle de pin, et amener les chiens pour qu'ils trouvent la voie. Il y en a un qui rentre là. Il passe aussi là? Oui, on le voit là-bas. Ils sont bas là. Là, il y a 2 sangliers qui rentrent. Là, un troisième. Ah, là, c'est frais ça. Ouais, c'est de cette nuit, c'est pas vieux, non. Après, c'est les chiens qui nous disent si c'est des pieds du matin ou hier soir. C'est-à-dire que quand vous les amenez? S'ils ne réagissent pas, c'est pas bon. D'accord. Salut. Bonjour messieurs, Ça va? ça va? Bon, tu te fais le pied? Ouais, on fait le pied. Bon, et hier il était passé sur la place centrale, là, Oui. là-bas, la réserve. Il y en était passé un troupeau, mais il remontait Vers la là. route du pont. Mais il y en a, soi-disant qu'il y a des traces. Je vais y passer Oui, voir. oui, mais je te dis, il remontait vers le pont. D'accord. La pluie. S'il a plu dans la nuit, c'est facile. S'il n'a pas plu, comme c'est le cas aujourd'hui, ça peut être des traces d'hier soir ou de ce matin, ou de la nuit. Les chiens, sur les traces de la nuit, rapprochent et lancent le sanglier ou les sangliers, mais si c'est de la veille au soir, c'est beaucoup plus difficile.
De règle générale, un gros sanglier prend un parti, il s'en va tout droit. Alors qu'une bête rousse ou autre va tourner à faire amuser les chiens dans un marais ou dans un bois. Ils tournent, surtout en début de chasse. Là maintenant, ils ont pris entre 35, 40 kilos, 35 kilos, c'est-à-dire 70 livres. Quoi. Bon, là maintenant, ils tournent moins. Après avoir fait le pied et pris connaissance des autres observations, c'est l'heure du rassemblement à la maison de la chasse. Le rendez-vous qu'a pu s'offrir la CCA de Lacanau. Bernard est là, et puis Claude, et puis Jean-Pierre et Michel et Henri. Instant de partage. On s'y retrouve comme autrefois à la sortie de la messe. Les rumeurs, les anecdotes ici se confirment ou sont démenties. On fait le planning de la journée de chasse. Ils vont vers la butte, la grande butte où il y a le virage, là où ils passent toujours sur la route. Ils s'en vont vers le nord. 8. Il y en a qui sortent dans la coupe, là où tu te mets. Et je compte que les sorties pratiquement. Si ce n'est qu'au trou sur la route de l'Esquirotte. Il y en a qui rentrent, qui sortent, dont un gros qui a refusé le premier trou, là où j'ai tué la femelle l'autre jour, et qui a l'air de vouloir rentrer dans le deuxième trou, mais il ressort. Qu'est-ce qu'il y a les ronds là-bas? Qu'est-ce qu'il y a les ronds? Michel, c'est le piqueur. Le piqueur, c'est l'homme dans une chasse aux chiens courants qui mène et élève les chiens. Son rôle est bien sûr primordial. Sa dévotion à la chasse et à ses chiens est immense. Il a le respect de tous. Dans l'équipe de chasse, il y a son fils et son petit-fils. C'est qu'il y a un sentiment quelconque. Coute, allez, là-bas, coute! Ils sont dans l'eau. J'ai toujours été passionné par la chasse au sanglier. Je voulais toujours, je pensais toujours avoir l'occasion de tirer un sanglier ou de voir un sanglier. Je n'en voyais pas parce qu'il n'y en avait pas. Quand j'ai découvert le sanglier en Espagne, les 2 premiers sangliers que j'ai vus m'arrivaient dessus, mais à 500 ou 600 mètres, ou plus même. Ils me sont passés en dessous, je ne les ai plus revus. J'en avais les larmes aux yeux tellement j'étais heureux de voir un sanglier. J'ai 77 ans, je parcours toujours les bois à la recherche de la bête noire. Les traces, faire le pied le matin, découpler les chiens, ça a toujours été ma passion et je pense que ça le restera. En l'occurrence, là, il a pris le contre. Il est à contre-pied. Hop, hop, hop! Hop! Les sangliers n'ont fait que traverser. Ils sont pas là. Ils viennent dans le marais, ils viennent chercher à manger, retourner la terre. Et ils sont rentrés au canal et là ils repartent vers le marais du Cousseau là. Apparemment, les chiens ne donnent pas de la voix, rien, c'est qu'ils ne sont plus là. Et quand il faut rentrer dans le stade, dessus, ils pourront donner comme aux fermes. Je pensais qu'il allait me démarrer dans les pieds. Je l'ai fait passer à mes enfants, à mon fils du moins, à mon petit-fils, qui a 20 ans maintenant. Donc tu devrais rester par là. Hein. C'est ce que ça va me dire, oui. Ils sont aussi passionnés et ils me suivent. On a la passion du sanglier, mais aussi la passion des chiens. Les chiens, c'est quelque chose pour un chasseur, c'est quelque chose d'important.
laissé en pomme la voie. Ça, c'est des rapprocheurs. Ouais. Ils ont trouvé le coupé et ils empaument la voie. Est-ce que ça va arriver au bout? Je ne sais pas. Là, on est en temps, mais c'est pas lancé. Pas lancé. C'est pas lancé, mais ça n'est pas loin. Hein. C'est chaud. La bête est toujours bougée, elle est toujours sur sa bauge. D'accord. Et quand c'est lancé, ça veut dire qu'elle a quitté sa bauge. D'accord. Alors des fois, il y a un ferme pour... il ne veut pas démarrer, le sanglier, ça c'est un gros mâle. Donc on chasse en forêt communale à Canot 2 fois par semaine. À l'heure actuelle, on gère le cheptel parce qu'il y a eu un certain temps, il y a 10 ans, 15 ans, c'était l'explosion du sanglier et il y avait beaucoup d'accidents sur la route. Il faut savoir que la commune de Lacanau, il y a 6 routes très fréquentées. Il faut savoir que les pins ont été abattus sur des terrains privés ou des terrains loués pour faire des cultures de maïs, de toutes sortes de légumes, et ça attire le gibier. C'est à partir de peut-être de ce moment-là que l'on a pu observer l'arrivée du sanglier chez nous, et ça a été exponentiel. Moi, je crois qu'on peut aller là-bas. Avec la pression que l'on a exercée sur ces bêtes, on n'entend plus parler d'accidents dus au sanglier. Là, on est bien. Là, on a la sortie là. J'ai le rentré à l'autre pont là-bas, qui va vers la réserve. Le sanglier se réfugie aussi beaucoup dans les marais. C'est-à-dire que si vous prenez le canal qui descend du nord vers le sud, vers le bassin d'Arcachon, passe par les étangs de Carcan, l'étang de Cousseau, l'étang de Lacanau. J'ai eu levé des sangliers à 30 km plus au nord, et j'ai vu la direction que prenait, ça descendait toujours plein sud, plein sud, plein sud. J'ai dit, il faut aller à l'étang du Cousseau, parce qu'il va traverser là-bas. Les chiens sont là. Ainsi se passe une journée de chasse dans la forêt immense autour de Lacanau. Combien d'animaux seront poursuivis, combien seront pris? Peu importe pour Michel. Il en ajoute de chaque chasse, de chaque traque, à son expérience. Monte, Nadia, monte. Allez, Nadia, monte bien. Nadia. Pour tous les gens du pays, le canal est un repère entre la forêt proche de la dune, plus vallonnée, et les parcelles immenses et planes à l'est du canal. Le canal joue son rôle, prend le relais des fossés pour que, lorsque débordent les nappes phréatiques, l'eau ne reste pas trop longtemps à noyer les arbres. En descendant vers le sud, après avoir laissé le lac de Lacanau, on approche de la commune du Porge, dont fut maire Jésus Vega, ce fameux biologiste, fervent défenseur de la chasse. Sur les rives du canal, des chasseurs de canards conservent des lagunes à tout prix et contribuent ainsi à la conservation des écosystèmes primordiaux au démarrage de la chaîne alimentaire. Si la chasse disparaissait ici, il n'y aurait plus d'eau, plus de biodiversité. Et puis, au pas du bouc, le canal perd de son artificialité. Les ingénieurs qui ont pensé l'ouvrage
ont utilisé l'exutoire de l'étang de Languarde. Ils ont creusé et élargi le cours d'eau naturel. Je sens ici mon pays qui s'approche, la commune de Lège-Cap-Ferré et le bassin d'Arcachon. Comme dans toute la forêt landaise, les bécasses viennent ici passer une partie de l'hiver. Elles reviennent souvent sur les lieux d'hivernage de l'année précédente. Allez. Les bécasses, invisibles aux promeneurs, s'installent ici pour plusieurs mois, sous certaines conditions. Végétation basse dans la forêt, buissons et ronciers, mousses, buis, houx et ajoncs, proximité de prairies pour se nourrir la nuit. Certains oiseaux sont très habitués à la présence des chasseurs et de leurs chiens. Comme on dit, elles connaissent la musique. Alertées par le grelot des chiens, elles utilisent parfaitement les passages pour s'échapper et elles sont déjà loin lorsque leurs poursuivants arrivent. Et rares sont les oiseaux qui se font prendre en janvier et en février. Installées depuis le mois d'octobre, elles connaissent parfaitement leur territoire et savent déjouer les pièges. Salut Dimitri. Oh. Bienvenue. C'est dans cet univers de la forêt de pins maritimes que Dimitri, le chasseur de canards à la tonne rencontré dans le marais de Vignotte, vit. On ne peut pas dire qu'il habite ici, seul. Je suis métallier serrurier de profession et oui, la bricole, ça me connaît. Donc là, il y a les plateaux que je fabrique en inox avec du composite. Je fabrique aussi tout ce qui est émerillon pour que le canard ne s'en mêle pas. Je fabrique aussi tout ce qui est attache pour attacher les canards. Tout ça, c'est un budget. Quand vous commencez par un, suivant combien le nombre d'appelants vous avez, ça a vite fait de remonter à des sommes astronomiques. Donc c'est pour ça que moi, j'ai fait le choix de fabriquer mes affaires. Et puis j'ai confiance dans ce que je fabrique. Voilà. C'est tout simplement, je sais que c'est la qualité, c'est épais, mes canards ne risquent rien, quoi. Apporter des améliorations comme ça nous permet au fil des années d'augmenter, de voir un peu plus de canards. Même si on n'arrive pas à les tirer, on sait que ça va poser à un certain endroit. Donc l'année d'après, on va perfectionner pour essayer de les faire rentrer. Tout ça, c'est au fil des années et voilà. Donc c'est le but, c'est nous, on a repris cet automne, il n'y avait pas excessivement de canards de tuer, mais là on s'aperçoit qu'au fur et à mesure des années, on commence à en voir un peu plus. Alors j'essaye de perfectionner tout ce qu'on fabrique et au fur des années, j'améliore tout ce qui est préparation et tout, ça y fait beaucoup. Hein. Il y en a pas. Donc là, je leur donne du granulé de reproduction. Justement, c'est pour les chauffer pour la repro, pour les exciter, pour leur donner envie de se reproduire. C'est une alimentation enrichie qu'on leur donne à l'heure actuellement, juste pour les chauffer, pour que les mâles attrapent les femelles avec plus de chance, quoi. Un canard bien nourri, c'est un canard en bonne santé. Voilà. C'est très intéressant de faire de l'élevage soi-même car nous pouvons sélectionner nos canards que nous voulons. Vous allez acheter un couple de canards, on va vous dire oui c'est le top du top, mais s'il faut ils ne vont pas chanter ou ils ne chasseront pas du tout. Et c'est ça qu'on recherche nous, c'est des canards qui chassent et qui chantent sur du gibier. C'est une sélection qu'on fait au fil des années, donc là vous avez pour pas loin de 10 ans de sélection de canards. Alors là-dedans, dans cette volière, je vais avoir principalement que du court-cri
Et j'ai juste une canne de mi-cri pour accoupler avec les mâles colverts sauvages. Justement pour avoir un champ bien spécifique. En début de saison, nous allons mettre du canard avec beaucoup de champs car c'est beaucoup de canards non expérimentés, surtout des jeunes de l'année que nous allons avoir. Et plus nous allons avancer dans la saison, nous allons avoir des canards beaucoup plus méfiants et beaucoup plus expérimentés. Donc c'est des canards qu'il faut chasser différemment, changer nos techniques d'attache, justement réduire le champ pour ne pas avoir trop de champs. Donc nous allons utiliser beaucoup plus de mâles que de cannes. Alors là, l'endroit de détente, justement, ça sert à ce que les oies aient un peu de verdure. Ça permet qu'elles puissent manger de l'herbe une petite partie de la journée. Parce que comme vous voyez, après quand elles sont dans un enclos, il n'y a plus d'herbe. Donc là, ça leur permet justement d'être chacune de leur côté, manger de l'herbe tranquillement. Ça leur fait du bien. De manière, c'est des vraies tondeuses. Là, il n'y a pas besoin de passer la tondeuse. Alors là, je vais avoir deux lois rieuses, deux lois cendrées. Et après, le plus gros sont à la tonne dans les volières. Parce que bon, après, pour la reproduction, c'est pas évident d'avoir toutes les oies ici. Parce que les mâles sont quand même assez territoriaux. Ça peut aller jusqu'à des combats jusqu'à la mort. Donc j'évite justement d'avoir trop de mâles ensemble, justement pour éviter les conflits. Tous mes oiseaux, je les connais, je sais le chant qu'ils ont, je sais quel mâle va aller avec quelle femelle, je sais quel chant va avoir. Je sais qu'il y a des mâles que je ne pourrais pas mettre devant la tonne, que je suis obligé de mettre derrière parce qu'ils ont une voix très puissante. Donc tous ces canards, après, c'est au fil des années qu'on connaît tout ça. Et voilà, il n'y a pas de secret. Si vous voulez avoir des bons oiseaux, il faut les connaître. Là, c'est une canne qui couve depuis 2 semaines. Donc là, ce que je vais faire, je vais récupérer les œufs. Comme ça, je vais les installer en couveuse pour finir justement l'incubation. Par la même occasion, de les mirer pour voir si justement ils ont été fécondés ou pas fécondés. Là, on va aller voir s'ils sont fécondés. Justement, il faut se mettre dans le noir pour pouvoir mirer. Alors, le principe, c'est de prendre une lumière, de le mettre sous l'œuf et par transparence, de découvrir le fœtus qui est dedans. On peut constater les vaisseaux sanguins qui sont en train de se développer. Donc d'ici quelques semaines, l'embryon sera bien développé dans l'œuf. Alors la petite à l'école, c'est sa première année de maternelle. Ils ont fait l'expérience de mettre des œufs en couveuse pour montrer justement aux petits de sa classe, de montrer l'incubation. Et j'ai la petite qui connaît et qui me regarde comment fonctionnent les couveuses, a fait des réflexions à sa maîtresse comme quoi il fallait mettre un verre d'eau pour justement garder les œufs à l'humidité voulue. Et elle a appris à la maîtresse justement à se servir de sa couveuse. Donc voilà un incubateur, ce qui me permet d'avoir les naissances à la maison et habituer les canards depuis leur plus jeune âge à la présence humaine. Ainsi sont les chasseurs, et certains veulent nous faire croire qu'ils sont brutes épaisses et avides de vin, de sang et de souffrance animale. Qui connaît mieux le lac de Lacanau que Dimitri? Qui connaît mieux les canards et les oies que lui? Et la migration, et les écrevisses et les grenouilles qui viennent autour de sa tonne? Qui dort dans le marais autant que lui? Il ne s'agit ici que d'une petite poignée de méandres. Et le canal des étangs se jette là dans le bassin d'Arcachon. Je retrouve ici mon pays, les terres de mon enfance, envahies par les marées bicotidiennes. C'est ici aussi la Gascogne. Le canal des étangs en traverse le nord, un collier d'or dont les lacs et les lagunes sont les perles. Imaginé par nos ancêtres visionnaires, se confirme sur son chemin
l'existence de cette culture gasconne, l'art de chasser et de pêcher, de cuisiner poissons et gibier. La relation de l'homme avec la nature est ici active, impliquante et amoureuse. Dans ce pays de Gascogne, les autochtones souhaitent conserver leur profonde culture tout autour de la chasse.